te pose 2-3 questions le temps que les gens atterrissent. Moi, je suis sorti bouleversé du film, donc j'aurais pas pu parler tout de suite. Voilà, je pense que Michel n'y arrive pas non plus. En même temps, tu as dit que tu avais déjà fait des films pour rire, pour jouir, et que celui-là était vraiment fait pour pleurer. Mais tout le monde ne pleure pas, hein? Non, tout le monde ne pleure pas. On rit aussi, ouais. On rit surtout quand il dit les gens ne sont pas gentils, les gens ils sont méchants. Ouais, c'est vrai. Alors, revenons peut-être au point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis que tu vas faire un film sur ce sujet-là, et avec ce trio-là? Deux questions très différentes. Je ne savais pas que je ferais un film avec ce trio-là du tout. Alors, c'est pas un trio, c'est 3 personnes qui ne se connaissaient pas. J'ai Ibrahim. Qu'est-ce que je veux dire? Et le sujet d'abord. On revient sur le sujet. après. Le sujet, je le connais un peu parce que ma grand-mère était dans le même état que Françoise Lebrun dans le film. Et ma mère a été aussi dans cet état-là, qui est un état biologique naturel de décomposition des cellules cérébrales. Mais le truc qui a fait que j'ai eu l'idée de faire ce film, c'est que on m'a proposé en début d'année dernière de faire un film en huis clos avec 2-3 personnages, parce que c'était très dur de faire des films avec des séquences de boîte de nuit, avec des séquences de rue, à cause de toutes les autorisations et les complications liées au masque, au Covid. Et du coup, j'ai dit à mes producteurs, Vincent Maral et Edouard, oui, ça fait un moment que je voudrais faire un film d'horreur psychologique, pas forcément d'horreur psychologique, mais qui décrivent l'horreur que c'est, un film sur la sénilité. La sénilité, ça sonne presque... C'est pas un joli mot, Alzheimer, ça sonne bien, mais ça fait un peu penser à un pistolet germanique, etc. Et c'est pas du tout... c'est juste... Avant, on appelait ça la vieillesse, quoi. Voilà, je me suis dit, bon, on va faire un film sur ce sujet-là, donc il y aura un couple. Et les 2 premières personnes à qui j'ai pensé pour jouer le couple, c'était Françoise et Dario, mais c'était juste comme des références pour pouvoir chercher d'autres gens. Et Françoise, je l'avais croisée il y a 3 ans, et j'avais pris son numéro, et on avait bu un café ensemble une fois, mais j'étais pas proche d'elle, même si je suis super admiratif d'elle depuis toujours. Dario, par contre, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a 30 ans au Festival de Toronto lorsque j'avais fait mon premier moyen-métrage. Il m'avait proposé de m'aider à produire le premier long-métrage, Seul contre tous, mais à la fin, ça s'est fait sans lui. Mais on était restés très amis, et comme on se croisait dans des festivals, ou des fois il venait faire des rétrospectives à la Cinémathèque, et qu'après j'ai été ami avec sa fille, c'est quelqu'un que je voyais 2 fois par an, et à qui je parlais de temps en temps, et du coup c'est comme une amitié à long terme. Et quand j'ai cherché donc des personnes qui pourraient incarner ce genre d'histoire en huis clos, j'ai pensé à eux. Elle m'a dit qu'elle était ni pour ni contre, qu'elle attendait de savoir qui serait le partenaire, et je crois qu'elle ne connaissait pas du tout mes films précédents, et peut-être même c'était pas sa cam, mais mes films précédents. Et quant à lui, mes films c'était sa cam, mais quand j'étais le voir pour lui proposer un film, il pensait que j'allais lui proposer un film d'horreur ou un truc du style, et quand je lui ai dit ouais, c'est l'histoire d'un vieux couple, etc., il m'a regardé, il m'a dit attends, mais moi je suis jeune, pour que tu me proposes ça. Voilà. J'ai fini par le convaincre avec l'aide de sa fille, et puis il a mis une condition, parce que je dis, et le truc qu'il a convaincu qu'il devait faire le film, c'est qu'il n'y avait pas de dialogue écrit. Je lui ai dit, tiens, j'ai juste écrit 10 pages, et je veux que toi, tu improvises tes dialogues, et du coup, ça l'a rassuré, parce que comme il n'est pas comédien du tout, il aurait été incapable d'apprendre un texte. Moi aussi, je suis incapable d'apprendre une chanson, quoi. Donc il a dit oui, là tu avais marqué des points. Et il dit, il a plein d'interviews où il dit oui, je l'ai fait une fois dans ma vie d'être comédien, mais je le ferai pas 2 fois. Ouais, il dit aussi qu'il a un peu hésité parce que le dernier film de toi qu'il avait vu c'était Love à 10h du matin, et que ça ne le convainquait pas forcément de refaire un film. Non, ça c'est quand je suis arrivé, à Rome, sur les conseils de sa fille.
je savais qu'il aimait mes films, qu'il avait vu Climax, qu'il aimait beaucoup. Il y avait un film qu'il n'avait pas vu, c'était Love. Je lui emmène le DVD, et à peine arrivé, avant même que je lui parle du film que j'allais lui proposer, je lui dis, tiens, je t'ai ramené ça, tu pourras le regarder quand tu veux. Et puis du coup, il dit, non, tiens, c'est toi. Et du coup, à 10h du matin, on était en train de regarder Love, qui dure 2h15, avec un jeune couple qui baise pendant tout le film, à 2, à 3, à 4 personnes. Et du coup, c'était un peu, on a fini de regarder le film ensemble, assis comme sur le sofa, devant sa télé, et puis après il fallait qu'on aille déjeuner, que je lui parle de ce film. C'était un peu compliqué. Ouais, l'enchaînement est pas simple. Et après, heureusement, après, Asia m'a dit, mais pourquoi tu as montré ce film, etc. T'étais con, etc. C'est lui qui voulait le voir, donc on l'a regardé. Moi, je n'avais pas revu depuis le jour du tournage. Mais il dit, oui, mais Gaspard, il était bien, maintenant il fait du porno, pourquoi il fait du porno? Tu veux que je fasse un film sur des vieux, etc. Et c'est la petite fille, donc la fille d'Asia, qui l'a convaincu, non, 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 mais tu ne comprends pas, c'est pas un film porno, c'est un film sentimental. Et bon, l'un dans l'autre, il a fini par accepter. Et il m'a fait confiance. Et moi, je trouve que c'est assez drôle de travailler avec des comédiens qu'on admire, qu'on a vu dans d'autres films. Mais pour un réalisateur, de filmer un autre réalisateur, c'est super excitant. Godard, il avait filmé Fritz Lang dans Le Mépris, Billy Wilder. C'est une petite scène, c'est pas le rôle principal, tu vois. Ouais, mais Pasolini, il avait filmé Orson Welles dans La Ricotta. Bergman, il avait filmé le plus grand réalisateur suédois, Sjöström, dans Les Fraises Sauvages. Et c'est vrai que après, comme je ne savais pas si Dario serait libre ou pas, essentiellement, quand je pensais à qui pourrait jouer le rôle, je pensais surtout à d'autres réalisateurs. Et du coup, voilà. Vas-y, dis-moi un secret, t'avais pensé à qui après Dario, si Dario disait non? Je dirais pas. Mais si, on est entre nous, c'est le débat. Non, bah après, t'as des couples qui marchent ou qui marchent pas. Ouais. T'as pas dit non? Je pensais que Françoise et Dario se connaissaient pas. Je me dis, si c'est pas Françoise et Dario qui pourraient le faire. J'avais fait un truc avec Charlotte Rampling, juste avant un petit film pour Saint-Laurent. Il y avait Charlotte Rampling qui est adorable, qui est super intelligente. Je me disais, elle serait claire. Et je me suis dit, Charlotte Rampling, Polanski, ça pourrait le faire. Oh. Mais ça aurait été un couple plus bourgeois, et en plus le débat aurait été ailleurs, on aurait eu des manifestations. À chaque projet, on ferme la salle et tout. Donc, ah oui, ça c'était pas facile à assumer, je comprends. Françoise Lebrun, elle raconte un autre truc, c'est quand même qu'elle n'a pas lu le scénario du tout. C'est vrai, et puis elle comprend ce geste-là, de se dire... Moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop donner les scénarios, même lorsqu'ils font 10 pages. Mais dans son cas, vous voulez que je raconte le film? Le film là, il est très simple, il y a juste 14 séquences. 14 séquences écrites sur 10 pages avec des grosses lettres. Ça faisait 2 tiers de page par séquence. Et il n'y avait pas de dialogue du tout, il y avait juste les dialogues du petit Kiki. Le dialogue à la fin, c'est moi qui l'ai écrit. Il y avait un dialogue que j'avais écrit sur ces 14 pages. C'est Ramène-moi à la maison, mais ça c'est un grand classique de tous les gens qui ont eu affaire à des gens qui rentrent dans ce qu'on appelle la sénilité, l'Alzheimer ou autre chose. C'est un grand classique que les gens ne reconnaissent pas l'espace et qu'ils rentrent à la maison alors qu'ils sont dans la maison. C'est aussi un autre grand classique que quand les gens perdent la tête, ils se mettent en boucle, ils répètent une phrase toute la journée. Comme notre Père qui est aux cieux, et même souvent c'est des gens qui n'ont pas d'éducation religieuse particulière. Voilà. Ce qui fait que le film il est crédible, c'est peut-être que je connais bien le sujet. Oui. Alors il y a ça, le sujet, mais après il y a comment on traite, et en particulier le dispositif de mise en scène qui est très très affirmé. Sur Lux Aeterna aussi, il était très affirmé, mais là il y a ce dispositif de split screen. Il est assez simple. Oui, il est simple, mais il faut le tenir 2 heures et plus. Il est simple, il faut le faire de manière élégante. C'est comme j'avais fait 2 courts-métrages avant, un moyen-métrage et un court-métrage qui était en split screen. Je savais qu'est-ce qui était joli sur l'écran et qu'est-ce qui n'est pas joli. Par exemple, quand on fait du split screen, si d'un côté c'est fixe et de l'autre côté la caméra elle bouge, ça crée un déséquilibre et c'est pas très heureux. Donc il faut que l'image soit aussi stable ou aussi peu stable des 2 côtés en même temps.
Et il y a des formes de plans qui se répondent et d'autres pas. Il faut qu'il y ait plus ou moins la même focale des deux côtés. Alors, sauf que quand tu l'écris et que tu commences à le tourner, en fait, tu penses pas du tout que le film va être entièrement en split screen. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a fait bascule pour qu'à un moment tu te dises non mais en fait ce dispositif il faut le tenir. Je l'écris comme si je l'écris de manière très linéaire. Et même à la fin du scénario qui avait eu l'avance sur recette contre toute attente. C'est ta première. J'avais écrit que 10 pages, mais je crois que c'est le sujet qui avait dû parler aux membres de la commission, et parce que il n'y a rien de plus universel que de devoir s'occuper de ses parents qui sont en train d'imploser. Et du coup, dans ces commissions-là, les gens ils ont entre 40 et 60 ans, donc effectivement, ils devaient tous être dans cette période-là de leur vie. Et Canal Plus aussi, malgré que j'ai pas donné de nom de comédien et que le scénario faisait que 10 pages, ils ont mis de l'argent aussi. Mais je crois que c'est vrai. Je ne m'étais pas rendu compte avant, mais à partir du moment où j'ai lancé la machine, et même maintenant quand je le projette, je me dis effectivement le film il parle à tout le monde, parce que c'est pas comme tu vois, des histoires de viol, il y en a, mais ça touche pas tout le monde. Des histoires de gens qui se calment, on en connaît tous, mais ça touche pas tout le monde. L'histoire de la vieillesse et de la dégénérescence de ses propres parents, ça parle vraiment à tout le monde. Alors ça m'explique pas entièrement pourquoi d'une période de split screen que tu avais prévue initialement, tu bascules sur tout le film doit être tenu sur ce principe. Et là, après le split screen, c'est un truc assez simple. J'avais dit au producteur, je vais faire le film en split screen, peut-être en partie, peut-être. C'est tombé dans les oreilles d'un sourd, faire un truc joli. Et le truc qui est vrai, c'est que pour le sujet, qui est l'histoire de deux solitudes partagées, parce que c'est des gens super aimants et qui sont en interaction permanente, mais ils n'ont plus la même perception de la réalité. Le split screen, là où ça marche, c'est qu'il suffit de le montrer avec une barre au milieu, et tu te dis, effectivement, ils sont dans le même monde, ils ne sont pas dans le même monde. Et du coup, je pense que tous les spectateurs, cinéphiles ou pas cinéphiles, comprennent au quart de tour ce que ça veut dire d'une manière très, très simple. Il y a aussi un avantage du split screen, je crois, c'est que comment on regarde, surtout dans une salle, pas quand c'est sur un petit écran, sur un grand écran, c'est qu'on regarde à droite, à gauche, et du coup les yeux ils sont en train de changer de côté en permanence, et ça crée un côté hypnotique, même en thérapie, des fois pour les gens qui ont des traumatismes, on leur fait faire des trucs qui s'appellent Rapid Eye Movement, MDR, et du coup on leur fait bouger les yeux de droite à gauche, et les 2h22 du film paraissent plus courtes à cause de ce mouvement perpétuel des yeux. Je pense que si on montre le même film avec un seul écran, il paraîtrait plus long. Alors, ça implique quand même que puisque tu changes d'avis en cours de tournage sur le maintien du split screen, en fait, il y a eu plein d'idées. Je pensais que j'allais faire du split screen. Ouais. Par exemple, le tout premier jour de tournage, on devait tourner en 4 semaines, mais à cause des histoires de Covid et aussi de trucs qu'on a rajoutés, le film il a été tourné en 25 jours et pas en 24. Mais le premier jour de tournage, j'avais tourné une séquence avec une seule caméra et une autre séquence à 2 caméras. Et le lendemain matin, en regardant les 2 séquences, il y en a une que j'avais mise sur 2 écrans et l'autre que j'avais mise toute seule. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est tellement plus intéressant quand c'est sur 2 écrans que dès le 3e jour, j'ai retourné la première séquence pour l'avoir avec 2 caméras. Et je me suis dit, comme ça, je vais essayer d'aller jusqu'au bout du film avec 2 caméras et peut-être que ce sera bien de tenir le film du début à la fin comme ça, mais c'était pas prévu initialement. Mais souvent c'est en tournant que tu te rends compte de à quoi doit ressembler le film. Ce qui est dingue, c'est que quand tout à coup on n'a plus qu'un écran, là ça devient bouleversant. Et ça, c'était pas prévu non plus. Ouais. Ça, j'avais tourné des trucs pour mettre de l'autre côté avec une fois que les parents meurent, il y avait des trucs que j'avais tourné avec Alex. Et par contre, ça c'est une idée de montage, de faire sauter ce qu'on avait prévu pour être de l'autre côté de l'image,
pour avoir un trou à la place, parce que quiconque a été a eu un deuil de quelqu'un de proche, t'as pendant 2 mois, 3 mois ou peut-être plus, t'as cette sensation assez bizarre d'avoir un trou dans l'espace. C'est assez abstrait, mais t'as quand même un trou noir quelque part. Et je me suis dit, voilà, encore une fois, symboliquement, c'est très facile à comprendre. Du coup, ça peut faire un peu cartoon, mais ça marche. Alors, je vous pose une dernière et après on passe la parole à la salle. Ce qui est très marquant au début du film, c'est que tu poses très très vite la question de la mort, d'abord par la chanson de Françoise Hardy. Donc d'emblée, la question de la vieillesse et de la disparition de la rose fait écho au surgissement des acteurs et de leur corps vieux. Et nous avons ensuite l'émission de radio sur le deuil avec Boris Cyrulnik, avec des jeux de résonance, puisque Cyrulnik parle de la position des corps dans le cercueil, alors qu'on voit Dario Argento sur le côté, qu'on parle de la nourriture qu'on met... Ça, c'est le podcast de Boris Cyrulnik. Ouais. C'est un pur hasard. On avait tourné la séquence sans radio, et je me suis dit, plutôt que de mettre un réveil, c'est mieux de mettre les radios réveil. Ouais. Je me suis dit, tiens, avec quoi je voulais que peut-être il se réveille avec une émission intelligente, comme pour écouter un couple d'intello, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un truc de psychologie de Boris Cyrulnik, par exemple, on regarde Mort, Boris Cyrulnik, ou Vieillesse, Boris Cyrulnik, on regarde, c'est un podcast, et on a trouvé celui-là, et à peine on a récupéré celui-là, je l'ai posé, je me dis, putain, mais ça tombe pile poil, ça s'est synchronisé comme si ça avait été écrit pour la séquence. Et du coup, j'ai pas été chercher plus loin. J'ai juste essayé un seul podcast au hasard, et qui était bien calé, puis on a négocié les droits, et puis, mais voilà, ça a l'air très réfléchi, mais c'est un coup de chance. Un heureux hasard. Sauf que du coup, ce que ça crée dans le rapport au spectateur, c'est que on sait très vite qu'au moins un des deux va mourir. C'est une sorte d'adresse, quand même. Ouais, je pense que dès que le film commence, tu sais qu'il y en a au moins un des deux qui va mourir. Oui, c'est pas les trois. Hein. Tu peux, oui, c'est ça, c'est pour être les trois, c'est vrai. Et donc, du coup, l'alternance du split screen raconte quand même, voilà, quel est le pari que fait le spectateur sur qui va mourir en premier. Ouais, mais a priori, tu imaginerais que ce serait elle qui mourrait en premier. Oui. Peut-être c'est aussi, le film n'est pas autobiographique, mais comme ma mère, il a perdu la tête à un moment, et que mon père est toujours vivant, etc. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour que je m'éloigne de mon histoire perso. Et du coup, en faisant mourir le personnage masculin avant, je me suis dit, voilà, c'est une preuve que c'est pas autobiographique. D'accord. Qui pose la première question au formule de la première réaction? À vous de jouer. Ah, il y en a une là et tout au bout là-bas. Bonsoir. Je vais vous poser une question qui a peut-être déjà été posée de nombreuses fois avant, en tout cas vous m'excuserez, mais au moment de faire le film, ou juste avant, est-ce que vous ne craignez pas justement que votre film, qui a sa spécificité, souffre aussi un petit peu la comparaison avec, inévitable, avec Amour de Michael Haneke? Non, très bien, je trouve comparer. Les Autrichiens, moi je suis né en Argentine. Et après, c'est pas Haneke qui a inventé la vieillesse. Non, j'aime beaucoup. En plus, j'ai un lien fort au film Amour, mais j'ai un lien fort au film Umberto D. De Sica. De Sica, que j'ai vu quand j'avais 10 ans, et qui m'a montré une certaine misère de la vieillesse que je ne connaissais pas. J'adore Voyage à Tokyo qui parle de vieillesse. J'aime beaucoup même le film de Florian Zeller, là, de Fader, qui raconte de manière très théâtrale ce que peut être l'Alzheimer. Et voilà, il y a plein de films, soit sur l'Alzheimer, soit sur la vieillesse. Et là, le truc du film Amour, c'est tombé pile poil. Je l'ai vu juste avant que ma mère elle meure. Et j'étais à Buenos Aires, j'étais revenu à Paris pour aller au Festival de Cannes, je vois ça, et effectivement, c'était un moment aussi où ça allait très mal. Dans ce genre de situation, tu penses déjà à l'euthanasie de manière familiale, etc. Qu'est-ce qu'on fait parce que la personne souffre. Et du coup, ça fait une résonance, mais voilà, c'est dans un cadre très bourgeois. Et c'est vrai que tu fais des films parce que tu as envie de les voir, et surtout tu as envie de faire un film que tu n'as pas vu. J'avais pas l'impression en faisant ce film que
que c'était un film que j'avais vu du tout. Je trouve que c'est un sujet beaucoup plus universel et beaucoup je sais pas, plus abordable que les braquages de banque. Les braquages de banque, il y en a plein. Les serial killers, ouais, des films de serial killers, il y en a plein. Mais ça arrive vraiment dans la vie. Hein. La sénilité, c'est une personne sur 3. Oui. Et en général, avant d'être une personne sur 3, tu as déjà géré tes parents. Merci. Moi, je voulais vous poser la question, vu que les dialogues n'étaient pas écrits et que c'était de l'improvisation pour les comédiens. Depuis Irréversible, j'écris pas les dialogues. Ah, ok. My bad, je savais pas. Parce que du coup, je voulais savoir si c'était plus compliqué de diriger des acteurs quand les dialogues n'étaient pas écrits. Ou C'est beaucoup plus facile. Franchement, c'est plus facile. Mais il faut créer l'ambiance pour que les gens, tu peux les aider à trouver des trucs. Après, des fois, il y a des gens avec qui tu peux tourner la prise 6 fois, 10 fois. Dario Argento, il est très rapide dans sa mise en scène, donc il fait jamais plus de 2-3 prises sur ses propres plateaux, donc il ne comprenait pas que je lui demande une 4e prise, donc je savais. Et, en plus, quand tu fais un film avec des danseurs de 18 ans, tu peux faire 14 prises, ils sont contents, et puis ils dorment 5 heures par nuit, et tout va bien. Quand tu filmes avec des gens qui ont entre 75 et 81 ans, tu fais du 7 heures par jour parce que ils sont plus fatigués, donc on a les droits à l'essentiel, on répétait pas, on commençait à tourner, première prise, deuxième prise, troisième prise, parfois 4 prises, mais très rarement, et après, au montage, je gardais ce que j'aimais, je coupais ce que je n'aimais pas, et je savais pas du tout quelle serait la durée du film avant de le tourner. J'aurais pu faire 70 minutes, comme ça aurait pu faire 2h22, et si tu additionnes tout ce qu'on a tourné à droite et à gauche, ça fait du 4h44. Je peux poser une deuxième question vite fait. Du coup, vu que au moment du tournage, vous avez décidé de passer en split screen et que vous ne savez pas combien de temps allait durer le film, est-ce que pendant le tournage, vous avez refait, enfin chaque jour, vous faisiez un découpage technique ou... Non, on a tourné de manière chronologique, sauf par exemple, il y avait un jour qu'on a tourné, une séquence de la fin qu'on a tournée au début, c'est la séquence du funérarium, le columbarium, que celui de là où il y a toutes les niches, parce qu'on avait une date qui était la seule date possible, donc on l'a tournée à la fin de la première semaine ou au début de la deuxième semaine. Mais sinon, on a tout fait de manière chronologique. Et par contre, le truc, oui, qui était un peu compliqué, c'est par exemple quand on faisait une séquence avec les deux qui étaient dans le salon, et elle partait dans une chambre et lui partait dans l'autre. On filmait l'un des deux personnages, disons qu'on accompagnait Françoise, et du coup, Françoise partait, et puis après elle revenait, et puis elle recroisait 1 minute 30 plus tard, elle croisait Dario. Sauf que la deuxième caméra n'avait pas accompagné Dario. Donc ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est que on tournait la séquence, et le soir même ou le lendemain matin, on choisissait la bonne prise, et on chronométrait exactement le temps qu'il nous fallait sur le deuxième écran pour après faire une action qui durait pile poil la même durée que la séquence choisie pour la gauche. Et on savait que c'était genre 1 minute 42, et du coup on faisait tout un déplacement avec Dario, et sur les dernières secondes, l'assistante réelle qui était à côté de moi faisait un compte à rebours, genre 10, 9, 8, 7, et tac, et voilà, Dario il rentrait, il traversait la porte à un moment bien précis. Bon, bonjour, bonsoir. Donc, pur chef-d'œuvre. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en Cinoche ici. Moi, je suis une boumeuse. C'est au-delà de la vieillesse et de la sénilité et de la mort. Je te tutoie, je suis une vieille dame. Je crois que j'ai vu aucun de tes films avant. Là, pour moi, c'est pur chef-d'œuvre. Il y a des milliers de choses. Alors, le fond, la forme, bon, j'ai pas de questions à poser, hein, parce que je ne suis pas...
de problèmes, de questions techniques et de réalisation. Sur la forme, alors je ne sais plus comment on dit, le speak stream, c'est bien sûr, les plans différents, caméras et tout ça. Bon, moi j'ai une grosse intello, j'ai fait beaucoup d'études, je suis psy, et pour moi il y a la question de la psychiatrie, de l'antipsychiatrie. Françoise, là je trouve que c'est une performance, mais qui est... Il y a un rôle de composition dans le film, c'est le sien, parce qu'elle a toute sa tête, elle a un vocabulaire. Mais bien sûr. Mais alors que Alex et Dario sont plus proches de leur moi quotidien, elle est vraiment pas comme ça. Mais quand Stéphane posait la question un peu de l'histoire, comme si c'était une histoire de cow-boy ou un truc comme ça, non, pour moi, il y a tellement l'antipsychiatrie, on l'écoute tellement pas, cette femme, enfin, je pense que moi, je me souviens en 71 de Family Life, pour moi, je fais partie de Vincennes, l'antipsychiatrie et tout ça, donc la mouvance politique ultra-gauche, etc. Et là, il y a tellement de choses avec des croisements, puisque l'appart, effectivement, qui veulent pas quitter, évidemment, lui, j'avais envie qu'il crève, hein, le pur égoïste, qui crève, j'attendais qu'il crève, et presque dans des souffrances. Non, mais on l'écoute tellement pas. Enfin, je trouve que ton film, et après, donc, il y a tellement de références cinématographiques, musicales, tout. Donc, bravo de chez Bravo, bravo de chez Bravo. C'est tout ce que je peux dire là pour l'instant. Parce que... Ce qui me fait rire, c'est à quelle séquence les gens réagissent ou pas. Il y a des gens qui pleurent, et c'est jamais sur les mêmes séquences, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens, des filles, dire la meilleure séquence du film, c'est quand il écrase les pastilles dans le verre, qu'elle veut l'empoisonner, ce fils de pute. Sa maîtresse veut pas de lui, hein. Sa maîtresse veut pas de lui. Il s'invente un film. Bonsoir. Un peu dur pour moi de parler dans le micro. Je suis un peu perdu dans les discours, mais vous avez dit tout à l'heure, d'abord vous avez parlé de 2h22, pardon, la durée du film. Comment vous avez chronométré les séquences? Et il se trouve que je suis le genre un peu fric, toc, j'en sais rien. J'ai pas arrêté de bloquer sur les deux radios réveil, le vert et le rouge. Ah, vous l'avez pas fait exprès, non. Et à 22h21, c'est le moment où elle part. Elle n'est pas fait exprès. Oui, c'était volontaire ou pas, parce que vraiment ça tombe pile poil. Ah, merci. Elle n'est pas fait exprès. Une autre question. J'ai pas fait exprès non plus que le film fait 2h22 et il sort en 2022, j'ai pas fait exprès. C'est juste la durée du film, c'est juste que tu raccourcis, tu rallonges, etc. Et à un moment, tac, tu livres la copie, et à ce moment-là, t'as le compteur qui te dit, tiens, ton film il fait 2h22, mais je suis pas très porté sur les chiffres. Je suis ici. Merci pour ce film. Moi, je vous l'avoue, je n'ai vu aucun de vos films précédents. Décidément, merci. Et je suis curieuse parce que mon fils m'a dit oui, va voir. Mais c'est différent des autres. Alors maintenant, je vais regarder les autres, bien sûr. Et ce qui m'a intéressé dans votre film, le split screen, la double projection et cet écran noir qui fait comme si cette conscience de l'homme mort était présente. Ça, c'est comme ça que je l'ai éprouvé. Et aussi cette phrase qui est revenue 2-3 fois dans votre film sur notre réalité, qui est le rêve dans le rêve. La vie est un rêve dans un rêve, c'est une phrase d'Edgar Allan Poe, oui. que Dario a dit, c'est quand il parle au téléphone avec son ami critique de cinéma. C'est Jean-Baptiste Toré qui est à l'autre bout du film. Ils ont fait 2 prises de 30 minutes chacune et j'en ai gardé 5-6 minutes. Et c'est Dario qui a eu l'idée de citer Edgar Allan Poe. Et je trouvais ça très bien. Et du coup, quand vers la fin du film, il y a la cérémonie pour la mère, j'ai dit à Alex, tiens, ce serait bien que tu dises oui,
tous les rêves sont courts, mais les rêves dans les rêves le sont encore plus, parce que j'avais décidé de garder le passage où Dario disait ça. Et le tout dernier jour de tournage, Dario avait déjà son billet pour partir à Rome préparer son film, et on a parlé avec Françoise qui peut-être n'avait pas envie de finir le film, avec elle qui remonte le drap, et qu'après, parce qu'en plus après on avait tourné elle sur la civière toute froide, ça. Et ça l'a glacé un peu que ce soit ça le dernier jour de tournage. Il m'a dit tu veux pas faire une séquence, un prologue où ils étaient encore heureux ensemble. Et je trouve que c'était une bonne idée, mais c'est aussi une idée pour finir le tournage joyeusement. On a rajouté cette séquence du balcon qui vient au début, et du coup cette séquence joyeuse, c'était le dernier jour de tournage, et on savait qu'elle viendrait en tête, et je savais pas du tout ce que j'allais leur faire dire, parce que c'était pas prévu de tourner ça, mais du coup j'ai dit à Dario, ce serait bien que tu puisses redire la vie est un rêve dans un rêve. Et effectivement, ça m'a paru évident que pour que lui puisse le dire, il fallait qu'elle dise oui, la vie est un rêve, non. Et puis lui, il ressort la même phrase, mais ça résume bien le sujet du film. Prologue dans lequel ils sont déjà chacun dans un espace, puisqu'ils se font face du coup. Oui, parce que là, effectivement, là, ils sont encore, pas en osmose, mais ils sont encore dans un même monde. Et en plus, là, ils sont à l'air libre, etc. Et tu te dis, voilà, ça, est-ce que ça se passe 4 mois ou 6 mois avant, tu sais pas. Et c'est là où l'idée de mettre la chanson de François Hardy pour séparer les deux blocs, c'est comme pour marquer une rupture temporelle plus forte aussi. Oui, au niveau formel, il y a des tas de plans qui m'ont bien intéressé. Et la fin du film, avec cet appartement qui se vide petit à petit, et je me disais, c'est peut-être, entre guillemets, l'âme de la défunte qui revient sur son ancien appartement, ou lui, ou quoi. Non, c'est pas... Je sais pas. Et puis aussi cette image à la fin, où il y a une élévation, et je me suis dit, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Surtout, j'insiste sur le rêve dans le rêve qui est notre réalité, dont on parle dans le rêve, ça j'y crois, mais c'est pas de l'ordre de la spiritualité, c'est juste de... Mais le film est assez matérialiste dans le sens où quand les gens meurent, ils s'estompent comme ils fleurent dans la terre. Non, mais je voulais dire que spiritualité, moi je fais une référence au bouddhisme, où tout ce qui est évoqué dans ce film-là est écrit par certains maîtres écrivains qui en parlent très très bien. Qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, l'impermanence et tout ça. Et la réalité, qu'est-ce que c'est. Et je trouve que votre film, d'une certaine façon, nous transmet quelque chose pour y réfléchir dans cette vie. Après, il y a un truc qu'on m'a dit souvent, c'est que la mort la plus terrifiante du film, c'est la mort de l'appartement. Parce que c'est comme si cet appartement, il était une forme organique aussi. Et que de voir l'appartement se vider, c'est comme si c'était la mort finale même du couple, parce que tous les souvenirs sont bons. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a même l'écrit psyché qui est sous un carton sur la finale de la poubelle, donc même ce qui le mec pensait être son testament intellectuel finit dans une poubelle. On part pas avec. On part pas avec. Non, je vois le truc de la finale d'une poubelle. Dans Seul contre tous, au moment où il y a la vieille dame dans l'hospice qui meurt, s'affiche en gros le message « La mort n'ouvre aucune porte », c'est toujours le cas. Ça ouvre pas de porte, c'est un mur. Hein. Comme au début, à la fin de prologue. Ouais, c'est comme ça. Hein. Après, ouais, mais de l'autre côté, il n'y a rien. Hein. Et Enter the Void ouvrait quand même une forme de porte. C'est illustré une arnaque collective. Là, t'es pas forcé de croire aux soucoupes volantes pour faire un film sur les soucoupes volantes. Tu y crois, on va l'illustrer. Je crois pas à l'au-delà, je crois pas à la réincarnation, il y a tous ces trucs-là. Non, la vie, c'est déjà assez compliqué. Si c'est une vie avant la mort, c'est déjà beaucoup. Hein. Dans l'entretien du dossier de presse, Dario Argento dit qu'il a choisi lui-même la profession qu'il exerce. Tu peux nous expliquer? Non, on a discuté ensemble parce que je lui ai dit, si toi tu l'as développé sur des sujets, si j'avais pris un
un 68 heures, peut-être que j'aurais fait un mec qui parle de politique, mais lui, avant d'être réalisateur, il avait été et critique de cinéma et scénariste, et je ne voulais pas qu'on l'identifie comme Dario Argento, mais par contre, je me suis dit, tiens, si le mec il était critique de cinéma, il pourrait parler aussi du langage cinématographique sans être identifié comme Dario, et il savait de quoi il parlait. En plus, parce que ses films à lui sont très oniriques, et même, tu vois, il a commencé sa vie en interviewant Fritz Lang, et je crois que c'est d'avoir interviewé Fritz Lang qui lui a donné envie de faire du cinéma aussi. Il vient d'une famille de photographes qui photographiaient toutes les stars de cinéma, donc il était un peu dans le milieu, mais quand tu parles de cinéma avec lui, il te parle d'Antonioni, il parle de Dreyer, il parle de Fritz Lang, de l'expressionnisme, et du coup je me suis dit, voilà, mettons-le dans un contexte où il sera à l'aise et il pourra être charismatique. C'est un peu ça de réaliser des films, c'est mettre les gens à l'aise dans un contexte où ils peuvent exister à leur manière. Ça te permet par ailleurs de mettre en scène une réunion de critiques un peu improbable. Et j'ai beaucoup coupé, il était plus long, mais ouais. Et on voyait Jean-Baptiste Toré, on voyait d'autres gens, mais c'était un peu drôle. Et à ce moment-là du film, sinon il fallait qu'on reste un peu sérieux, du coup j'ai coupé la séquence T'as gardé du cinéma. J'ai gardé surtout la séquence pour qu'on voit enfin quelle est cette mystérieuse maîtresse qui ne veut pas de lui. J'avais tourné pas mal de séquences aussi avec Alex et les usagers de crack du quartier. Ouais. Mais on s'envoyait le film dans une autre direction, et c'est là qu'on voit les écrans noirs maintenant. Alex raconte aussi que tu avais, dans le scénario initial, plutôt créé un conflit plus grand avec la figure du père, et que ça s'est un peu amoindri au tournage, non? Non. Non? Ok. Des fois, les acteurs, ça réinvente les films. Petite dernière? J'ai une question, par contre, par rapport au décor et à l'appartement. À la fin de ces diaporamas de village, donc en fait, tu as tout créé le décor, mais tout le décor, tout ce qui a été créé, et c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'appartement vide qui a été rempli. On avait trouvé, je trouvais que c'était bien que ce couple d'un télo ait vécu dans un quartier d'un télo parisien, et Stalingrad, Jaurès, ça s'y prête. Sauf que, effectivement, depuis le confinement, le quartier est devenu un peu plus dangereux parce que, comme les rues étaient vides, on voyait beaucoup les usagers de carnes qui traînaient dans les rues. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est un bon quartier. Si je voulais que l'extérieur soit plus inquiétant que l'intérieur, donc ça devait se passer à Stalingrad. Et on a cherché des décors de ce côté-là, on n'avait pas trouvé. On a trouvé un immeuble qui était en vente du côté du 16e, et il y avait un étage qui était très bas de plafond, et à côté de cet immeuble, il y avait un réservoir d'eau. Mystérieux réservoir d'eau qu'on voit au début et à la fin, qui sert à c'est l'eau pour arroser la rue. Et j'adorais le décor, mais on n'avait pas les comédiens, mais j'avais le chef déco à qui j'ai proposé de faire le film, et on avait loué du coup le décor, il n'y avait rien, et du coup on a commencé à le préparer, à mettre les rideaux, les bibliothèques, mais tant que je ne savais pas qui était le comédien, je ne savais pas quelle serait sa profession. Et on a fait toute l'installation préalable, mais quand finalement Françoise et Dario ont accepté, on a convenu avec Dario qui serait critique de cinéma, et alors on a loué des livres de cinéma pour remplir toutes les bibliothèques, et sa table et tout, et avec elle, on a discuté, et je lui ai dit oui, ce serait bien que le personnage qui parle la tête soit une psychiatre ou antipsychiatre, etc. Parce que d'un coup, ça serait encore plus cruel, parce qu'elle a aidé les gens à résoudre des problèmes mécaniques du cerveau, et qu'elle n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes. Petite dernière? Ah, mais deux dernières, trois dernières, oh là là.
Et à partir de là, effectivement, on a cherché des affiches sur Internet ou des originaux, on a photocopié et voilà. Et la question c'était si vous avez monté la... Voilà, et du coup, on l'a décoré. Et à la fin du film, on a fini de tourner et on était tous épuisés parce que par temps de Covid, le tournage était très claustro, il y avait un climat de parano qui régnait et tout. Mais du coup, c'était très intense. Et il y a eu, on a vidé l'appartement parce qu'il fallait rendre les meubles, il fallait rendre les livres qu'on avait loués. On l'a vidé en 2-3 jours. Et du coup, moi j'ai plus ou moins assisté. On avait trouvé un jeune étudiant de cinéma qui avait sa caméra. J'ai dit, est-ce que tu peux photographier ou filmer l'appartement qui se vide pendant 2-3 jours. Effectivement, au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien dedans. Et j'ai découvert tout le matériel qu'il avait filmé. Et heureusement qu'il était là pour faire ça parce que la séquence elle marche très bien. Et moi j'étais trop fatigué pour passer 3 jours à regarder le décor se vider. Allez-y, monsieur. Oui. Allez-y. Bonsoir. Moi j'ai une question parce que en fait tous vos films j'ai l'impression sont dans la forme très différents et très innovants. Et il y a souvent des caméras beaucoup en mouvement, ou le split screen par exemple, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Et du coup, je voulais savoir, pourquoi tous les films de Gaspard Noé sont aussi innovants. Tu essaies de t'amuser, parce que j'invente rien. Godard s'amuse avec le langage, Michel Gondry, des fois, il s'amuse beaucoup avec le langage. C'est juste que si c'est pour faire des films qui ressemblent à des téléfilms, tu peux changer de métier, quoi. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. C'est le dernier film que j'ai vu, Climax, c'était extraordinaire. Mais ici, je me demande pourquoi la partie un peu plus joyeuse, la partie qui c'est un bonbon, c'est les débuts. On a vu la scène de l'apéro, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa, ils font l'apéro, c'est cool. Bon, mais... Et après, c'est toute une descente. C'est pour dramatiser le reste. Oui, pourquoi pas les mettre en épilogue? Dans le Titanic, dans le film Titanic, ça a commencé par une fête dans le Titanic. Tout le monde était content. Oui, d'accord, merci. Et toujours une vraie dernière là-haut? Ouais, ok, j'arrive. C'est la vraie dernière, parce qu'après, il faut qu'on sache qui a gagné le duel, tout ça. On s'en fout? Oh, pas tant que ça. On s'en fout pas. Bonsoir, moi j'ai perdu mon papy l'année dernière, à peu près cette date, de dégénération cérébrale, donc ça devient de plus en plus effacé, etc. Donc je sais pas si tu as voulu me faire ressentir ce que j'ai ressenti comme émotion à travers les plans, etc. Mais merci, je sais pas si c'est... ça fait partie de mon deuil, tout ça, c'est une expérience qui fera partie de mon deuil, voilà, je te remercie pour ça. Et justement, ma question n'est pas forcément hyper en lien, mais est-ce que... toi, tu parlais d'universalisme, je te tutoie, mais d'universalisme. Moi, j'ai pas d'universal. Non, le sujet est universel, ouais. Dans le sens où... Pas universel, planétaire, mais c'est que ça concerne toutes les familles, de toutes les classes sociales, de tous les pays du monde, de toute appartenance. C'est la dégénérescence des cellules qui mène à une mort cérébrale ou cardiaque, etc. C'est juste que c'est la zone de la vie qui fait le plus peur à tout le monde. Et je pense que les gens, ils ont beaucoup plus peur de l'Alzheimer que de la Troisième Guerre mondiale, par exemple. Et après, effectivement, c'est parce qu'on a beaucoup plus de chances d'être confronté à l'Alzheimer. Du coup, tu penses que tu vises à faire des films qui soient le plus universels possible et que... Je l'ai fait parce que on m'a proposé de faire un film en 4 vitesses avec 3 personnes dans un décor. Je me dis, tiens, je connais un sujet qui est bien poisseux et qui est à la fois bien humain, que j'ai pas vu représenter à l'écran comme moi je l'ai connu. Mais voilà, c'est des histoires comme ça, il y en a des millions et des millions.
Mais en même temps, c'est un film qui va faire le tour du monde, y compris parce qu'il est acheté en Russie, en Ukraine, en Chine. Ouais, c'est mon premier film de long métrage tout public. Et c'est le premier film que j'ai fait qui va être vendu en Chine, qui va sortir en Chine. Voilà, comme ça on termine sur un message d'espoir pour le cinéma français. Merci beaucoup, Gaspard Noé. Bonne soirée à tous. À demain pour un super premier film français. Tout le monde après nous.